ça fait 4 ans, par Data Driven Community. Événement sponsorisé par Microsoft, passé de présentation, et SimpleTalk cette année. Nous remercions vraiment très chaleureusement l'organisateur principal, Jean-Daniel Joseph. Nous remercions aussi nos speakers qui nous ont choyés avec des présentations les unes plus intéressantes, plus édifiantes que les autres. Et enfin, à nos fidèles participants qui nous suivent de partout, des Cailles, de Jérémy, de Port-au-Prince, de Gonaïves. Nous vous remercions et nous vous saluons particulièrement. À Philippe Callas qui nous a nouvellement rejoint, de Jérémy, à Saint-Bourben's Gaming, salut à vous. Et le meilleur, ce sera pour la fin. N'oubliez surtout pas de faire partie de notre tirage au sort où vous aurez la possibilité de partir avec 4 cartes cadeaux Amazon. Donc, je serais vraiment malheureuse si vous ne tentez pas votre chance de partir avec l'un de ces prix. Nous enchaînons, c'est presque la fin. Nous enchaînons avec Christian Cote qui revient. Il était là les années passées, qui revient cette année pour une présentation intitulée Copilot for Fabric Data Engineering. Christian Cote, que je salue. Bonjour. J'invite à partager son écran, à se présenter et à démarrer avec sa présentation. Christian Cote, bonjour. À vous l'antenne. Bonjour. Je vais juste partager un seul écran. OK. C'est bon. Donc, je vais voir. OK, c'est là. C'est bon. Bonjour, Rosemary. Oups, on a un petit problème. Faut que j'arrête ma caméra, j'imagine. Pas vraiment. C'est bizarre. On va réessayer. Non. Je suis en train de... C'est pas nécessaire d'arrêter la caméra, il suffit de partager. Bon. OK. Donc, stop sharing, share screen. Oui, je partage. Voyons. Un petit souci? Oui, un petit souci parce que je n'arrive pas à partager l'écran. C'est pas grave. Oh. Vous allez à Present au bas. Oui, c'est ce que j'ai fait. Et là, je peux choisir l'écran que je veux partager. Et tout l'écran? Oui. Ça dit, et puis vous cliquez sur l'écran au fond quand vous voyez votre écran. Oui, c'est ce que j'ai fait. Vous partagez à nouveau. Oui. Show you here. Oui, c'est correct. Mais je suis comme grisé, là. Ici. Oh. Il suffit de cliquer sur, quand vous voyez votre écran, vous cliquez dessus et ça va activer le partage. Oui, c'est ce que j'ai fait. Je vois mon écran en beau. Voilà. Voilà ce que ça fait. OK. Est-ce que vous avez pris l'option tout l'écran, entire screen? Oui. Qu'est-ce qui se passe? On peut reprendre pour essayer de voir. On va reprendre. Donc, oui. Présenter, oui. L'écran. Je choisis l'écran. Partager l'écran. Oui. Ici. Tout l'écran. Tout l'écran. Window. Là. OK. Entire screen. Pardon. Je vais aller ici. Bon, oui, c'est beau. OK. Maintenant, vous cliquez sur l'écran. Que j'ai fait. Oui. Oui.
Partage. C'est ce que j'ai fait. Partage. Et ça prend juste un petit peu de temps avant que ça arrive. Je me suis déjà servi de StreamYard. Je n'avais pas eu ce problème-là. Oh. Voyez-vous? Ça apparaît, Alors, mais... ça, oui, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, attendez. Non, je ne vais pas faire ça. C'est bizarre. C'est Parce pareil, que oui. je prends ma présentation PowerPoint. Ça va maintenant. Ça va, là? OK, c'est bon. Ça va maintenant. Bon, parfait. Bonjour. Oui. Les aléas d'une... Quelle heure est-ce qu'on présente? Ça va, là, maintenant? Okay. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est parfait. Parfait. Alors, bonjour. J'ai pris le temps de traduire la présentation en français. Donc, le titre, c'est « Optimisation de l'efficacité avec Copilot Fabric Data Factory ». Ici. Donc, ici, mon nom, c'est Christian Côté, parce qu'en anglais, j'écris « Cote » parce que quand je parle avec des gens en anglais, les accents, ils ont un peu de difficulté avec ça parce qu'eux, ça n'existe pas en anglais. Vous avez mes coordonnées ici, mon courriel, mon Twitter, mon LinkedIn et mon blog. Merci à tous nos commanditaires. Grâce à eux, on peut avoir cet événement-là. Et on y va. Et on commence. Qu'est-ce que c'est Copilot? Copilot est... Bon, j'imagine que vous avez eu des présentations un petit peu sur Copilot aujourd'hui. C'est un outil qui utilise l'intelligence artificielle pour générer du code de quand même bonne qualité. Il va surtout nous servir à économiser du temps et des efforts parce qu'on va s'en servir pour faire des tâches répétitives ou des tâches qui sont moins intéressantes à faire. Ça peut aussi nous aider à débugger ou refactoriser du code. Juste pour vous comparer, on va comparer ça avec les cartes et les GPS. Autrefois, moi je me rappelle quand j'étais très jeune, mon père, pour aller en quelque part où est-ce qu'un endroit qu'on ne connaissait pas, ça prenait une carte. Maintenant, on se posait la question, est-ce que la carte géographique est à jour pour aller en quelque part? Parce que souvent, il y avait des routes qui étaient pas sur la carte. Donc, ça, c'est un problème. Il fallait faire la mise à jour des cartes. On avait des livrets avec lesquels on pouvait voir où est-ce qu'on allait et les livrets étaient mis à jour à chaque année. Maintenant, le GPS a gagné en popularité dans les années 2000. Maintenant, donc, on peut avoir un petit GPS qu'on accrochait sur notre fenêtre d'auto avec une ventouse ou on mettait sur le pare-brise. Donc, ça nous permettait de savoir où est-ce qu'on allait et on pouvait mettre à jour ces cartes-là avec notre ordinateur. De nos jours, les GPS, on les trouve partout. Hein? On les a dans maintenant, ça vient avec l'auto, ça vient avec notre téléphone. Donc, ça vient même sur notre montre. Donc, c'est vraiment utile. Maintenant, si je compare ça, pourquoi je parle des GPS et des cartes? Je vais comparer ça avec le code, les Graphic User Interface, le GUI et Copilot. On écrivait et on écrit toujours beaucoup de code. Un peu trop, selon moi. Il y a des interfaces graphiques qui sont apparues il y a peut-être une vingtaine d'années, même plus que ça. SSIS est arrivé en 2005. Ça nous permettait de faire du transfert de données sans écrire trop de code. Donc, ça générait du code. Microsoft Access, pour ceux qui faisaient des interfaces usagées, c'est sûr que donc ça, c'était un des plus simples. Il y a Visual Basic, C# et compagnie qui sont arrivés aussi. Copilot, ça peut nous aider à la fois avec l'interface graphique et avec le code dans Fabric. C'est ce que je vais vous démontrer plus tard. Il faut le considérer comme étant un assistant personnel. Ce n'est pas lui qui va faire notre travail. Et juste pour ça, j'ai une petite vidéo ici que je vais vous montrer. Ça, c'est Dave Plummer. C'est un employé de Microsoft, un ex-employé de Microsoft. Il a travaillé dans les années 80 jusqu'aux années 2000. Il a travaillé sur MS-DOS. Il a travaillé sur Windows NT dans les années 90. C'est grâce à lui si on a le gestionnaire des tâches dans Windows. C'est lui qui l'a écrit. Et aussi, c'est lui qui a écrit aussi un utilitaire de compression de fichiers
zip, unzip, là, compressé, décompressé. Et c'est grâce à lui si on a ça dans Windows même. Donc, je vais juste il va parler de quelques minutes, puis je vais mettre les sous-titres. Vous allez voir ce que lui en pense de Copilot, ChatGPT et compagnie. To machines. I figure if you're an artist who can't produce better work than a computer, then you're not adding a lot of value as an artist. And that's true in most every field. Everyone's going to have to adapt to some extent, and I think it's going to change coding a great deal. There might be a lot less grunt work, more creative work, more cross-team and executive function stuff. The daily job for a lot of developers will be less about the minutiae and more about assembling blocks to form some big picture. I think for the near to medium term, AI might produce the pieces which you assemble into some kind of workable solution for the user. But in terms of being able to feed custom requirements into an AI and have it kick out a multi-tiered, secure solution with a well-thought-out user interface, I think that's still a fair ways away. But I don't claim to know for certain. I guess big picture, I see AI as freeing us from a lot of the drudgery of coding and allowing us to invest our efforts at a higher level. Do you have a... Donc, voyez-vous, ce qu'il dit en gros, c'est que le AI ne remplacera pas l'être humain, en tout cas pas à court terme. Puis je vous dirais, j'ai vu tellement de technologies évoluer. On parlait autrefois que Power Pivot pouvait nous aider, pouvait remplacer les développeurs autrefois dans Excel, Power BI et compagnie. Qu'on n'aurait plus besoin des gens de IT, en fait, des départements d'informatique ou des développeurs. Mais ce que ça va nous aider, ce qui change avec ça, dans le fond, ça va être, comme je vous le disais plus tôt, ça va être un assistant. Il va faire les bouts moins intéressants du code. Et nous, on va pouvoir se concentrer sur le big picture, donc sur vraiment à répondre aux besoins du client sans tout le temps penser au code. Et je vais juste continuer. Contrarian bet against any... Pardon, on va arrêter ça. Donc, quelles sont les exigences relatives? Comment on peut utiliser? Qu'est-ce que ça prend pour utiliser Copilot? Bien, ça prend une capacité F64 ou plus grande. Je vais vous montrer tantôt qu'est-ce que c'est ces capacités-là. Ou Power BI Premium P1 ou plus tard, P1, P2, P3. Donc, Power BI Premium existe depuis 2017 à peu près. Mais donc, ça prend ça pour utiliser soit F64 et plus ou P1 et plus, un ou l'autre. C'est pas pris en charge par le SKU d'évaluation. C'est-à-dire que si vous avez une version d'évaluation de Copilot qui est du F64, mais ça ne fonctionnera pas avec ça. Il faut vraiment payer pour l'avoir. Il faut aussi l'activer dans votre tenant, dans les outils d'administration. Il faut vraiment activer Copilot. Je vais vous montrer ça après. Mais c'est encore en public preview. Ça veut dire que ce n'est pas encore parfait. Il y a encore des bugs, il y a encore des petites choses. Mais vous allez voir que c'est quand même assez bien fait. Maintenant, on parle d'options de capacité. Ici, je vais vous montrer de quoi je parle. Quand je parlais de F64, P1 et toutes ces choses-là, je vais vous montrer de quoi je parle. Je vais sortir d'ici. Je vais aller pas ici. Je vais aller dans... ici. Si je m'en viens, évidemment, chez ces écrans-là, ça ne fonctionnerait pas. Donc, vous voyez ici, ça, c'est la calculatrice de Azure. Ici, Azure, le Pricing Calculator ici. On a différentes régions. Je laisse les prix en dollars US ici. Et on a différents data centers ici. Et on a différentes capacités. La capacité que je vous parle, c'est F64. Je la prends pour un mois au complet, 730 heures en pay-as-you-go, c'est 8400 US. Mais il y a deux façons de faire. J'y vais en pay-as-you-go ou j'y vais en one-year reserve. Là, à ce moment-là, ça revient à 5000 $ US. Ça veut dire que one-year reserve, ce que ça veut dire, c'est que je vais demander à Microsoft qui me réserve une capacité F64 que je peux me servir 24 heures sur 24. Si je vais en pay-as-you-go, ce que ça veut dire, c'est que là, je vais aller dans le portail d'Azure, ce que je vais vous montrer après, et là, je vais créer une capacité. C'est ce que j'ai fait, moi, ici. Je n'ai pas une capacité, un one-year reserve, un reserve instance. J'ai vraiment du pay-as-you-go. Ce que ça me permet de faire, ce que je peux dire, quand j'évalue les coûts, je vais regarder, est-ce que j'y vais à 200 heures par mois?
Ce que ça nous donne, ce que ça veut dire, c'est que c'est juste les jours ouvrables. Donc, c'est 7h30 par jour, 200 heures par mois. On peut mettre 250 heures si on veut, mais 250 heures, oui. Ici, c'est 2800 $, 2900 $. Pourquoi je fais ça? Parce que ce que je vais dire, c'est que je vais aller dans mon autre Excel qui est ici, dans mon autre furteur qui est ici, et voyez-vous, je vais le mettre un peu plus gros, là, ici, j'ai pris du F64, ici. Ça, comment j'ai fait ça? C'est que j'ai tout simplement dit, j'ai été dans Home ici, et j'ai dit Fabric. Ici, Microsoft Fabric, si je vais ajouter une ressource, Fabric, Capacity, je m'en viens dans ça, là, je dis créer. Et voilà. Et là, ce que ça me donne, il va me mettre donc c'est du prix à Hugo, on n'a pas d'autre choix, on paie la pièce. Et là, il me demande où est-ce que je le mets. Je peux le mettre un peu n'importe où ici. Je crée une capacité, je choisis la région. Et là, par défaut, il me donne du F64. Mais moi, je peux choisir un autre. Ça, c'est des prix en dollars canadiens. Je peux prendre du F2. F2, c'est bon pour une personne qui développe. Donc, si vous êtes seul, vous développez dans votre propre environnement, ça va être correct. Moi, ce que je vous dirais, c'est ça, on ne peut pas utiliser copilote avec ça, ça prend F64. Mais de façon générale, on ne se sert pas de copilote à chaque jour. Si on veut se servir d'une capacité à Hugo, on peut dire, moi, je vais aller avec du F8, ici, par exemple, et ça va me coûter tant par mois. Et là, maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on choisit, si on a des taxes à mettre, et après ça, on peut dire, on va créer ces capacités-là ou pas. Bon, là, ça ne fonctionnera pas, j'ai manqué une étape, mais ce n'est pas grave. Parce que j'ai déjà créé mes capacités ici. Donc, j'ai plusieurs capacités ici que j'ai fait dans plusieurs régions différentes. Si je m'en vais dans la capacité ici, F64, ce que je peux faire, c'est que je peux l'arrêter. C'est ça que quand je dis qu'on le prend pour 200 heures ou 250 heures, c'est que je peux arrêter cette capacité-là. Donc, je vais la mettre en pause. Ici, tout ce que je fais, ça va être du stockage. Mais vous allez voir, je vais vous montrer vite tantôt, le stockage, ça ne coûte rien ou presque. Et je peux la repartir. Une fois qu'elle est, comme là, je peux l'arrêter. Si je l'arrêtais, bien là, je pourrais la repartir. Je vous donne un exemple. Ça, c'est ma capacité P as you go. Elle me coûte quelque chose comme 375 $ par mois. Ça ne me dérange pas. Je la laisse fonctionner 24 heures sur 24. Mais je peux l'arrêter ici. Et si j'ai besoin de plus de capacité, ça, c'est du F2. Je pourrais changer ma capacité ici. Je pourrais faire scale. Et là, je pourrais changer ma capacité. Mais là, voyez-vous, quand je l'ai arrêté, je peux la repartir. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'avec Fabric, une fois que j'ai choisi de prendre Fabric avec une capacité, c'est pas comme Power BI Service. C'est-à-dire que si j'ai donné une capacité Fabric à mon workspace dans Power BI, dans Fabric donc j'ai besoin d'avoir la capacité à 1. Donc, il faut qu'elle soit fonctionnelle pour que je puisse me servir de mon workspace. Sinon, je ne pourrais rien faire avec mon workspace. Ici. Donc, je reviens à juste mon autre furteur qui est ici. Dans le pricing, je voulais juste vous montrer aussi une autre chose, le stockage. 1 GB de stockage coûte 3 sous US. Donc, on peut en mettre du stockage. Ça, c'est du stockage dans OneLake. Il y a différents stockages. Il y a un stockage de Disaster Recovery ici, que lui va être plus cher un petit peu. Si on choisit avec Microsoft, donc on leur demande, ça sert plus pour les instances réservées ici. Et aussi, je peux aussi avoir du stockage en cache. Ça va servir si je fais des raccourcis vers d'autres systèmes. Ça va garder de l'espace en mémoire pour rendre les accès plus rapides. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer, en gros, les différentes capacités, mais ça prend du F64. Et si je prends du F64, que je me fais un Logic App qui va partir mes capacités, qui va l'arrêter, c'est possible, on peut faire ça aussi. Donc, avec une cédule, je peux dire, je pars ma capacité le matin à 9 h et je l'arrête le soir à 5 h. Je peux même l'arrêter durant l'heure du lunch de midi à 1 h. Donc, c'est assez flexible, le P as you go, mais en production, on ne se cassera pas la tête, on va utiliser du F64. Et je vous dirais que si vous n'avez pas beaucoup d'utilisateurs, je ne sais pas, une cinquantaine qui vont consommer les données,
Vous pouvez prendre du F64 et vous en servir pour votre développement, votre environnement de test et votre production. Donc, je vais revenir à la présentation ici. Donc, c'est ça. Réserver ou pay as you go, ça dépend de vos besoins. Donc, je vais juste revenir ici. La démo, c'est bon. Maintenant, on va aller. On parle de OneLake tantôt. Je vous parlais. OneLake, par défaut, c'est comme c'est un stockage. C'est comme un storage account dans Azure, si vous voulez. Mais c'est géré par Fabric. Donc, ce que ça nous donne, c'est que là, les données sont stockées en format Delta. Donc, Databricks ont sorti le format Delta en 2018-2019 et ils l'ont partagé, c'est du open source. Et ce que ça nous donne de faire, ce que ça nous permet de faire, Microsoft, ils ont adopté ce format-là et tout ce qui se trouve dans OneLake va être stocké en format Delta. Tous les engins Spark, Transact SQL pour ceux qui font du Data Warehouse, ceux qui vont faire du real-time, donc tous les engins, ça c'est Custom Queries, Power BI Analysis Services vont pouvoir communiquer avec ce format-là. Il n'y a pas un format, ce n'est pas un format qui est propriétaire, donc tous les engins sont optimisés pour travailler avec ce format-là, ce qui fait que c'est très puissant. Je n'ai pas à stocker mon fichier dans différents formats, ou mes données dans différents formats. Je n'ai pas à les copier pour m'en servir avec du Transact SQL ou m'en servir avec du real-time. Je n'ai pas à recopier les données, je peux prendre les mêmes. Je peux prendre le même format et tous les workspaces, en fait, vont se servir du Delta. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est Data Factory? Là, je vais entrer dans les deux choses que je vais vous parler juste ici. Aujourd'hui, on va parler de Data Factory et on va parler de Synapse Data Engineering. Data Science un petit peu, mais on va plus parler de ces deux-là. Donc, qu'est-ce que c'est Data Factory? C'est un service d'intégration de données qui est basé sur le cloud, donc qui est dans OneLake ici. Ce n'est pas quelque chose qu'on installe sur votre ordi, c'est quelque chose qu'on accède dans Azure. Qu'est-ce que ça nous donne? On peut orchestrer des pipelines de données. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Après, donc, on peut carrément dire que moi, je charge les données dans, j'ai un chiffre Excel que je vais charger. Après ça, je vais rafraîchir un rapport Power BI qui se sert de ce chiffrier Excel-là. Je pense qu'on a au-dessus de 200 connecteurs qu'on peut se servir avec ça. Je peux avoir du MariaDB, du Postgres, je peux avoir évidemment du SQL Server, Oracle. C'est très puissant. Ici. Et comment on peut s'en servir? On va s'en servir dans ce qu'on appelle les data flows. Les data flows de deuxième génération avec Data Factory. Et ce que ça nous permet d'économiser du temps et des efforts lorsqu'on se sert de ces data flows-là. Et je vais vous montrer cette démonstration-là. C'est basé sur un fichier que je veux ingérer. Donc, c'est un fichier que je veux charger ici, qui est un rapport Excel que je veux charger et je veux faire de l'analyse sur ce rapport-là. Donc, je vais aller vous montrer qu'est-ce que c'est ce rapport-là en plus gros format. Donc, j'ai la date du rapport ici qui était le 1er août 2023, mais c'est un rapport pour le mois de juin 2023. Ça, c'est AdventureWorks Lite, là, c'est carrément des données. Voyez-vous ici, j'ai des données shipping address, j'ai des données ici, c'est des vélos, des accessoires de vélos. Ici, j'ai des quantités, les prix unitaires, les frais de transport et tout et tout. Ça, comment on va charger ça? Il y a deux façons de faire. Je peux me servir de Data Factory. C'est qui est celui-là ici? Parfait. Je vais aller dans Data Factory. Trop parler par bien, lui ici. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon fichier Excel qui est ici. Vous voyez, j'ai plusieurs lignes en haut qui sont blanches, qui sont vides. Alors, quand je le prends ici, on voit les mêmes lignes. On voit Sales Report for the month of June, ici. Et on a un petit peu plus haut,
on ne le voit pas ici, mais on voit la date du rapport. Et ça, ce sont mes colonnes ici. Maintenant, ce que je peux faire avec ça, je pourrais tout faire moi-même, puis à dire, ben, enlève-moi les 7 premières lignes, enlève-moi, va me chercher la date du jour ici, fais-moi plusieurs choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de Copilot. Donc, comme j'ai une puissance de F64, j'ai Copilot qui est ici. Et là, maintenant, on peut faire plusieurs choses. Je peux lui dire, enlève-moi les 8, oups, pardon, c'est pas tout à fait ça que je veux. Enlève-moi les 8 premières lignes. Je copie et je colle ici. Donc, je sais que je préfère ça en allant dans l'onglet de transformation ici et aller enlever quelques lignes. Ici, donc, request. OK, on va l'appeler autrement. C'est bizarre, ça marchait il y a 30 minutes. Ce que je vais faire, je vais juste enlever tout ça ici. Delete. 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 Parce que juste aller ici, quand on la partie navigation. Hein? Parfait. On va attendre que ça se rafraîchisse. Bon, OK. Voyez-vous ici, moi, maintenant, on voit la date du rapport. On le voit ici. Donc, maintenant, je vais dire, enlève-moi les remove. OK, c'est peut-être ça qui manque. Il manquait l'horaire. Donc, on va dire, enlève-moi les 8 premières lignes. Ici. C'est ce qu'il va faire. Voilà. Et maintenant, utilisez la première ligne comme étant le header. Donc, au lieu d'avoir colonne 5, ici, je vais avoir customer name. Voilà, il est en train de le faire. Tout ce que j'aurais pu faire ici, use first row as header, enlève des lignes, choses comme ça. Je lui ai juste demandé de faire quelque chose. Bon, ça, c'est trivial. Je demande de faire quelque chose de plus complexe un petit peu. Ajoute une colonne appelée line total, avec other fees, la somme et avec la somme ici, taxes et tout ça. Donc, je le mets finalement. Fais-moi une nouvelle colonne ici. Et ce que je veux que tu fasses avec ça, je veux que tu me summarises la ligne totale, les taxes et les frais ici. Donc, je vais dire de faire ça. Ça, c'est un peu plus complexe. Ça demanderait plus d'efforts. Mais Copilot va pouvoir m'aider à faire ça. Donc, vous pouvez penser qu'un analyste qui a un fichier Excel va pouvoir se servir de Copilot pour générer. Voilà, ici, ma colonne a été générée. Maintenant, le format, je ne l'aime pas. Ici, je voudrais que ce soit en format currency, en format monétaire. Donc, au lieu de me promener, de changer les formats ici, ce que je vais faire, je vais juste dire, regarde, tu vas me le mettre en format monétaire. Je n'ai même pas à le faire. Il va le faire pour moi ici. Et voilà. Voyez-vous maintenant, il me l'a mis en format monétaire. Ce n'est plus 1.2. C'est vraiment du format monétaire. Maintenant, ce que je vais y faire, c'est que je vais lui dire ici, je voudrais filtrer sur les, voyez-vous, dans les Other Provenance ici, j'ai du Online Order et j'ai du Phone Order. Je peux le Phone Order, pardon. Je peux lui dire, tu vas me filtrer sur juste ce qui est Phone Order. J'aurais pu le faire à main, mais juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ici. Et maintenant, j'ai fait plusieurs choses. Je voudrais peut-être documenter un petit peu ce que j'ai fait. Je vais lui demander de me décrire les étapes de la requête ici. Donc, moi, je peux prendre ça ici. Je peux carrément dire que je vais prendre ce qui a été ici et je vais faire une capture d'écran parce que je ne peux pas copier. Mais ça va me summariser ce qui a été fait jusqu'à présent. Ici. Maintenant, je peux dire, je peux aller un petit peu plus loin. Je vais dire là, tu vas m'ajouter une nouvelle requête avec la colonne Purchase Order Number, ici. Et on va voir ce qu'il va nous faire. Ça ne marche pas tout le temps, mais c'est juste comique de voir jusqu'à quel point on peut aller. On va voir ce qu'il va faire. La colonne Purchase Order Number, bon, voyez-vous, il n'a pas été capable de le faire. Mais
Donc, c'est encore en preview. Il y a des choses que des fois, faut aussi, vous allez voir plutôt plus tard dans le notebook, il y a une façon de parler aussi avec l'outil. Donc, je ne publierai pas mon Dataflow, mais c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. Et donc, un analyste va prendre le rapport Excel qui est ici. Il va pouvoir commencer à faire de l'analyse, à faire du nettoyage, faire de l'analyse avec ça. Là, je vais juste revenir à la présentation ici. Donc, c'était ma présentation. Maintenant, je vais aller dans un notebook. Ici, c'est quoi un notebook? Un notebook, c'est des environnements informatiques interactifs. Et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. C'est plus puissant que le Dataflow de deuxième génération que je vous ai montré auparavant. On peut écrire, partager du code. On peut aussi faire des graphiques, donc pas aussi beau que dans Power BI, mais quand même. Et ça, on s'en sert pour explorer et analyser des données. Un data engineer, ou un data scientist vont se servir des notebooks plus souvent qu'autrement. Donc, comment l'intégration nous aide? Bien, Copilot peut générer du code pour nous, c'est ce que je vais vous montrer après. Ça me permet d'économiser du temps, l'écriture et le débogage du code. Parce que, je ne sais pas vous montrer tantôt, mais le langage qui est utilisé, ça va, avec Data Factory, c'est du langage M. Je vais vous montrer vite quand je vais revenir à ma démo. Et les notebooks peuvent également être utilisés pour explorer et analyser les données générées par Copilot. Ça, c'est ce que je vous montrais après. Et voilà, on est rendu à la démonstration. Mais juste avant d'aller là, je reviens ici. Si je m'en vais dans View, ici, l'Advanced Editor, ça, c'est le code qui a été généré. Add column, je suis plus gros ici, je peux-tu? Non, je ne peux pas. Donc, add column. Donc, ça permet de faire du code quand même assez simple et assez... ça, c'est Copilot qui a fait ça pour nous. Si maintenant, je m'en vais dans mon autre démonstration ici, dans mon autre démo, juste partir ça. Donc, ça va prendre à peu près 30 secondes, bien 1 minute. Voyez-vous, j'ai l'onglet Copilot ici. Donc, ce que ça me permet de faire, ici, Copilot, ça me permet de dire, bon, là, maintenant, j'importe ce qu'il faut, les librairies nécessaires. Ça prend un petit peu de temps. Il a parti une session en 10 secondes. Ici, et là, c'est en train de rouler. C'est en train d'amener tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a besoin. Tout ce que j'ai dit, c'est que pip install ça ici. Et là, maintenant, je veux qu'il me load des Chat Magics. Chat Magics, je vais vous montrer ce que c'est après. Qu'est-ce que c'est après? Donc, ce ne sera pas là, ça s'en vient. Pendant qu'il est en train de faire ça, je vais vous montrer quelque chose ici. Donc, je peux dire plusieurs choses. Je peux dire code. Donc, pourcentage code ici. Puis là, je veux que tu me loads ce fichier-là, ici. Vous allez voir, ça va planter. Je vais vous dire pourquoi. J'attends juste qu'il ait terminé. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Magics. Le travail en progrès. C'est beau, c'est fini. Une fois qu'il va avoir fini. OK, voilà. Donc, voici c'est quoi les Chat Magics. Il y en a plusieurs. Il y a Chat. Donc je peux demander une question sur le code du notebook ici. Je peux générer du code. Je peux décrire qu'est-ce que j'ai mis dans mon data frame. Un data frame, c'est comme une matrice qu'on a en mémoire. Quand on charge un fichier, on met ça dans un data frame et là, on peut travailler avec ça après. Je peux ajouter des commentaires sur une cellule. Je peux demander de fixer l'erreur. Donc, ça peut m'aider à déboguer. Je peux aussi traduire le code d'un langage à un autre. On a plusieurs langages dans un notebook ici. On a Python, on a Scala, on a C#, mais ça, c'est moins supporté maintenant. On a Spark SQL et on a Spark R. Donc, je pourrais demander de traduire le code dans un de ces langages-là ici. Donc, comment on s'en sert? Il nous montre un petit peu comment ça fonctionne. Juste pour vous dire en partant, là, j'ai un lakehouse ici. Ce qui est supporté par Fabric présentement, les formats qui sont supportés, c'est les formats CSV, présentement Parquet et Delta. Moi, j'ai donné un défi sur me charger du Excel. Ici. Je sais qu'on peut charger du Excel,
Donc, si je roule, j'ai dit code ici. Je vais le mettre un peu plus gros. Pas trop. Je vais enlever ça ici. Donc, on va charger le Excel. Ici, je vais le mode de générer du code pour ça. C'est un petit peu trop gros. 100, pas 110, je le veux à 125. Parfait. On roule ça ici. Ce qui va générer, c'est pas si mal. C'est le code qui est ici en dessous. Juste pour, je vous le montre en temps réel. Là. Ici, voyez-vous, il va me dire, oui, je suis capable de charger du Excel, mais il faut que tu aies cette librairie-là. La librairie, je ne l'ai pas. Donc, si je roule le code ici, puis il me dit aussi en passant Path to File. Donc, le Path to File, ça va être lui ici. Donc, si je fais ça ici et que je roule ça, je l'ai roulé plus tôt, il va me dire qu'il me manque une librairie. Il va dire qu'il manque la librairie, le count.creatics. Pour ajouter ça, il faut que j'aille un environnement et là, je peux l'ajouter. Mais là, je n'ai pas d'environnement en tant que tel qui a été créé. Donc, ce que je vais faire, moi, j'ai dit maintenant, moi, je le sais, je vais prendre la librairie Pandas qui existe. Donc, Pandas, ça sert avec Python. Et ce que ça permet de faire, ça permet de charger mon fichier ici. Donc, vous voyez que mon fichier, j'ai demandé, charge-moi le fichier Excel. Vous vous rappelez que le fichier, ici, je reviens, il y a plusieurs lignes vides en haut. L'image n'apparaîtra pas, ça va être certain. Mais, si on voit la date du rapport, date of report ici, et je vois que c'est un CR report. Maintenant, j'aurais pu dire, fais-moi un head ici 20, et j'aurais eu 20 lignes. Voilà, ici. Donc là, on voit plus de données ici. Voyez-vous, for the month of June 2023. Maintenant, je veux prendre la date et la mettre dans quelque chose qui s'appelle Date of Report. Donc, lui, il m'a généré le code ici, un peu plus tôt. C'est pas loin, mais ça me donne un date time. Mais quand même, sans avoir à fouiller sur le web comment faire ça, ici, j'ai juste dit, donne-moi la date dans un data frame, DFXL, second column, donc la deuxième colonne, puis il store ça dans une variable. Donc, lui, il l'a fait. Maintenant, moi, ce que j'ai besoin de faire, c'est plus ça, il faut juste que je le convertisse en date. Donc, on n'est pas loin. Voyez-vous, ici, j'ai 2023-8100 pour la date et l'heure. Ici, on va se ramasser avec du 2023-81. Donc, le 1er août 2023 ici. Maintenant, je peux lui dire, tu vas me charger ce fichier-là. Tu prends la ligne 9 comme headers ici, dans un data frame, ici, appelé PDF. Donc, il m'a généré ce code-là ici. Si je roule ça, il m'a généré un Python ici. Maintenant, j'ai les noms des colonnes. J'ai stocké plutôt ma date dans une variable. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire avec ça après. Maintenant, les formats Parquet ou Delta ne supportent pas les espaces dans les colonnes. Alors, moi, j'ai dit, génère-moi du code qui va me générer, qui va remplacer les espaces dans les colonnes. Les caractères spéciaux, si j'avais des accents, mais il faudrait que je fasse la même chose. Donc, on va rouler ça ici. Et voilà, j'ai plus d'espace. Donc, il m'a généré le code ici. Le PDF head, c'est moi qui l'ai écrit. Pour pouvoir voir ce qui se passe. Maintenant, je vais décrire qu'est-ce que j'ai dans mon data frame. Lui, il va me dire, voici ce que tu as. Voici les 3 colonnes ici. Voici ici, customer. Donc, ce n'est pas tellement clair, mais il m'a au moins généré un petit peu qu'est-ce que j'ai dans ce... Il m'a dit qu'est-ce qu'on a comme colonne. Moi, je vais aller un peu plus loin. Je vais dire, génère-moi l'info ici. Ça, ce n'est pas Copilot, ça, c'est moi qui l'ai fait. Voyez-vous, on est comme un petit peu limité. Il me dit, le dataset contient 542 lignes. Ici, avec quelques détails au niveau des colonnes. Mais moi, je voulais avoir, c'est quoi le type de données? Bon, c'est tous des objets, là. Objet, ça veut dire que ça va être une chaîne de caractères. Maintenant, je veux qu'il me fasse un round du data frame ici, la ligne totale dans 2 décimales. Donc, il m'a fait le code, la même chose que j'avais fait tantôt.
il m'a fait le code qu'il faut que je me serve. Donc, voyez-vous, ça, c'est des choses qui sont triviales à faire, mais qui ne sont pas intéressantes à faire. Je vous dirais, parce que là, souvent, il faut fouiller sur le web. On veut juste faire un round de la colonne line, des colonnes numériques ici, à 2 décimales. Voyez-vous, ce que j'avais avant, j'avais 3 décimales, ici même 4, ici pour les freights. Maintenant, si je faisais un, lui, il me le fait ici, je vais juste écrire pdf.head pour me chercher les quelques premières lignes. Et voilà. Voyez-vous, tantôt, j'avais quelques colonnes ici, j'avais 3 décimales. Maintenant, lui, il m'a fait un round ici. Maintenant, pendant, ça va être assez intéressant. Là, j'ai juste 542 lignes. Si j'avais un fichier Excel qui avait des centaines de milliers de lignes, bien, Panda ne serait pas assez efficace. Là, j'ai probablement cherché ma librairie qui me demande, la librairie Excel pour faire ce que je viens de faire là. Mais là, moi, je vais le convertir dans un DataFrame Spark. Donc, Spark, ça me permet quand je fais du Panda, si j'avais 8 machines qui roulaient, donc un driver, plusieurs workers, il ferait le code juste sur une machine, donc sur un driver. Donc, ce n'est pas vraiment intéressant. Donc, ce que je vais faire, je le convertis en format Spark. Il me fait exactement le même code que j'avais dit de faire tantôt, ici. Et là, maintenant, au lieu de faire du head, je vais faire un display. Il le fait, et voilà. Maintenant, ça, c'est en format Spark, donc c'est un format qui est plus rapide, ici. Maintenant, je veux qu'il me convertisse les colonnes en format date. Parce que le format que j'ai ici, c'est un format datetime. Et pour faire ça, cast date. Voilà, lui me l'a fait. On va rouler cette cellule-là. Oui, il faut que je n'ai même pas à me casser la tête à savoir c'est quoi. Il faut qu'il me rajoute une colonne. Ben, en fait, il va changer la colonne date. Il va me faire un cast en format date. Ça va quand même, c'est quand même assez rapide pour les tâches. Comme ça, les tâches répétitives, ça vaut la peine de prendre Copilot. Voyez-vous, dans le format, c'était en date time plutôt, order date. Maintenant, voyez-vous, c'est en format date. Maintenant, vous vous rappelez tantôt que on était chercher la date du rapport, on l'a mis dans une variable. Ouais, ici, la date du rapport. Moi, je vais ajouter ça à mon dataset ici, à mon data frame. Donc, j'ai dit, ajoute-moi une colonne Spark, parce que ce n'est pas du Spark. Là, il faut être spécifique, qui s'appelle Report Date, ici, dans le data frame DF AWCL, qui est mon data frame ici. Donc, tu peux rajouter cette colonne-là ici, et tu prends la valeur de la date of the report ici. Maintenant, ça, il y a un truc ici. Lui me dit par défaut f.lit. Il faut que j'importe les fonctions dans F ici. Ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu juste enlever le F, là, mais j'aurais pu juste faire ça si j'avais voulu. Là. Mais bon. Ça, c'est le code qui m'a généré. Et on va rouler ce code-là. Ici. Et on va voir qu'il me rajoute à la fin de mon data frame une colonne. Ici, si je peux y arriver. Voilà. Le report date, donc qui était ma date. Donc, je vais faire des rapports en disant, voyez-vous, les données en date du 1er juin, mais qui ont été générées le 8, ici, le 8 août. Maintenant, je lui dis, ajoute-moi une colonne, ici, une Spark colonne, c'est vraiment important, sinon ils vont me faire du code Python, du code Panda. Donc, la connaissance de toutes les colonnes, séparées par une barre verticale, et je demande de la hacher, donc de le mettre en format hash. Regardez, le code qui me génère, c'est ceci. On va le refaire ici. Mais il va me générer ce code-là, que je vais rouler juste après. Seconde, voilà, ici. Et voilà. Bon. Il est un petit peu, lui, il l'a appelé concatenated column. Bon, moi, je l'ai appelé H-column, ça fait la même chose. Maintenant, si je roule ça ici, c'est juste le nom de colonne que je n'ai pas dit. Si je roule ça ici, ce que ça va me donner,
Et OK, il est ici. Voici ma colonne. Ça, la raison pour laquelle on prend ça, c'est parce que si je veux savoir si ma donnée existe dans ma table, je vais me servir de cette colonne-là. Ici, si elle existe déjà, je ne la réinsérerai pas. Si elle n'existe pas, je vais l'insérer dans ma table ici. Maintenant, j'ai dit, tu vas me sauvegarder ça dans une nouvelle table qui s'appelle Copilot, AWS Copilot. Voici le code qu'il m'a fait plus tôt, ici, et ça fonctionne. Maintenant, je vais dire Merge, ici, et si tu n'as pas trouvé, bon. C'est quoi l'erreur ici? OK, oui, c'est beau. Parce que il aurait fallu que je lui dise, dans une nouvelle table, ici, if it already exists. On va voir le code qui va nous générer. Voilà. Il m'a carrément mis le code ici pour l'overwriter s'il existe déjà. L'erreur que j'avais ici, il est en train de rouler. Oui, OK. On n'a pas le même schéma. Voyez-vous, ce n'est pas parfait. Ce que je vais faire, c'est que j'aurais pu lui dire ça, mais moi, je vais juste dire, en fait, je vais juste dire drop. Mais il aurait fallu que je donne une autre option de dire, ben, si tu as des différences au niveau du schéma, bon, SQL, drop table. Ici, et là, je vais rouler mon code. C'est bon, ça va rouler, et là, ça devrait fonctionner. On va enlever ça. Maintenant, je lui ai dit, fais-moi un merge au niveau du data frame ici. Lui, ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a fait ça. Ce que j'avais besoin, moi, c'était de faire, c'est ici, donc, ici, je lui ai dit, fais-moi un merge, mais ce n'est pas un vrai merge qu'il m'a fait. Il m'a juste fait un merge me disant, ben, regarde, moi, je fais un append au niveau de la table. Si les colonnes existent, ici, ce n'est pas supporté encore, ça. Et si je vois ça ici, il va me générer le code qui est ici. Donc, voyez-vous, ici, option merge schema, ici, c'est juste ça qu'il m'a fait. Il n'a pas compris que je voulais faire un merge SQL. Donc, on peut aller très loin avec ça. Maintenant, ça, je monte la partie avec le code. Ici, si je m'en viens ici maintenant, lui, il nous suggère quelque chose. Ici, qu'est-ce que je peux faire avec ça? On peut grouper par order preference and calculate the count. Donc, ce que je vais faire, je vais dire, insère-moi ce code-là. Il me fait le code, il me fait le code ici. Et on va rouler ça pour voir. Voilà, DF, ça n'existe pas. Il n'y a rien qui est parfait. Si je m'en viens, j'ai juste besoin d'avoir mon nom de... C'est bon. Ici, DF, right, format, c'est pas ça que je veux. Moi, mais voilà. C'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin de ça ici. Et lui, il ne reconnaît pas DF. Est-ce qu'il est mon... Voilà, ici. DF, Order Provenance. C'est ça qu'il veut. Bon. Écoutez, je n'ai pas tout roulé le code qui est là, mais je l'ai fait par le passé et ça me donne ceci. En gros. Donc, ça me donne ici. Donc, on peut faire plusieurs choses avec ça. Il y a une dernière chose que je vais vous montrer ici. C'est quoi la meilleure visualisation pour les product counts? Lui, il va me générer le code qu'il faut pour ça. Et une que j'avais fait plus tôt, ici, c'est Translate. C'est ici. Donc, je veux qu'il me traduise le code qui est ici. Voilà. Et là, il me dit, voici, qu'est-ce qu'il faut faire pour rouler ça en format Spark, en format Python, parce que c'est mon notebook, c'est du Python ici. Donc, je lui ai dit, voici le résultat SQL. Maintenant, je veux que tu me le mettes en format Python.
Donc, voilà, c'est un peu ça que je devais vous montrer au niveau du notebook. Il y a encore des petits glitches. Il faut savoir aussi comment parler au notebook. Je vous disais tantôt, si je prends une colonne, j'ai dit rajoute-moi une colonne Spark, ici, j'enlève ça ici. Le code qui va me générer, peut-être qu'il va me mettre en Spark, peut-être pas. Mais voyez-vous, il me génère du code ici, qui est du code Pandas. C'est pour ça que c'est important de lui dire, fais-moi ici, Spark. Si je dis en format Spark, là, il va générer le with column. Voyez-vous la différence entre les deux? Là? Lui, donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est comme ça qu'on peut servir de Copilot. Il y a plusieurs autres possibilités, mais c'est comme ça qu'on peut servir un peu de Copilot avec les Data Engineering Book. Les Data Scientists, eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire justement du code un peu comme j'ai fait ici, là, pour pouvoir mieux analyser les données du notebook. Donc, je reviens à la présentation. Ici. Donc, ici, ça c'est fait. Maintenant, c'est quoi les meilleures pratiques avec Copilot? Ben, il faut garantir la qualité et l'exactitude des données. Le code qui génère, on a souvent un warning, un avertissement qui nous dit le code qui génère ne sera peut-être pas très valide. Donc, il faut le tester aussi comme il faut et le documenter et le partager aussi. Donc, c'est un peu ça les meilleures pratiques qu'on a à faire. Copilot va générer plusieurs choses pour nous, mais il faut faire attention à ce qu'il génère et aussi, il faut s'assurer qu'on documente bien. Moi, dans mon cas, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais dû avoir des commentaires plus dans mon code. Donc, la conclusion, c'est que Copilot avec Data Factory et les notebooks, ça peut nous aider à optimiser notre efficacité en tant qu'ingénieur de données. Au lieu d'avoir à écrire le code ou aller chercher sur le web, dans Google ou dans Bing, comment faire telle chose avec comment racheter, exemple, la date du rapport, comment ajouter une variable, ben, je l'ai fait moi-même. Donc, j'ai juste demandé à Copilot de m'aider à générer ce code-là. Ça va sûrement aider à réduire les erreurs parce que, juste pour trouver la date du code, je l'ai fait avant sans Copilot, puis j'ai fait plusieurs essais et erreurs. C'était pas aussi facile. C'est au début, c'est pas parfait, ça va s'améliorer. Comme Dave Plummer disait, ça ne remplacera pas la créativité du développeur, mais ça va plutôt on va plus se concentrer sur les gros morceaux et pour faire une solution plutôt que de se concentrer sur les petits détails. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais juste revenir à mon autre écran. Je vais revenir à StreamYard. Est-ce qu'on a des questions? Rosemary, je ne crois pas. Hein? Non, heureusement, pas encore. Non. Pas encore? OK. J'ai été très clair, donc. Non. Ça veut dire ça. C'est bon. Ben, écoutez, on va finir d'abord un peu plus tôt. Merci beaucoup de m'avoir accueilli dans votre événement ici. Juste une dernière petite slide qui vous dit merci. tout simplement. Les questions, donc j'invite les participants à poser vos questions, même si c'est en hauteur, vous aurez les réponses dans les commentaires. Ouais. N'hésitez pas à poser vos questions, chers. On est en fin de journée, les gens sont fatigués. Oui, apparemment, ou peut-être ils ont tout compris. Oui. Alors, on l'espère en tout cas. C'est bon. Et merci Philippe. Oh, désolé. Christian. Merci. Regarde. C'était clair et pratique, quelqu'un a dit. Parfait. Merci beaucoup. On espère que ce soit le cas pour tout le monde. Oui. Vous avez mes coordonnées. Je vais vous envoyer mon diaporama en même temps. Donc, les gens vont pouvoir le consulter. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup, Christian Cole. Merci de nous avoir choyés avec votre présentation. Je rappelle une présentation
basé sur Copilot for Fabric Data Engineering. Oui. Et merci d'avoir passé encore cette année un bon moment avec nous. Merci Merci pour de votre m'avoir intérêt. accueilli. Oui, merci Merci, pour au revoir. votre intérêt à cet événement, à la communauté haïtienne. Nous vous sommes vraiment très reconnaissants. Merci. À la prochaine.